Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, c'est officiel. Henri Konan Bédié soutient la candidature d'Alassane Ouattara pour la présidentielle ivoirienne de 2015. L'annonce a été faite ce mercredi lors d'un meeting commun dans le centre du pays. Mobilisation générale contre Ebola. Plusieurs chefs d'État africains se sont réunis lundi dernier à Sipopo, en Guinée équatoriale, pour une réponse commune face à l'ampleur de l'épidémie. Et puis, un gros plan en fin d'édition sur les ateliers SAM, une structure culturelle basée à Brazzaville au Congo et qui vise à promouvoir l'art en général. C'est un soutien de poids pour Alassane Ouattara. Henri Konan Bédié, président du PDCI, a annoncé ce mercredi son soutien à la candidature du président ivoirien pour la présidentielle de 2015 au nom du RHDP, une alliance qui avait permis la victoire de ce dernier lors du second tour de la présidentielle de 2010. Explication avec Ipra Khatindiaï. Henri Konan Bédié, le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI, a annoncé ce mercredi 17 septembre son soutien à la candidature du chef de l'État Alassane Ouattara pour la présidentielle de 2015. Il s'est exprimé lors d'un meeting à Daoukro, dans le centre du pays. Le ralliement du président du PDCI en 2010 avait joué un rôle crucial dans l'élection du président Alassane Ouattara à la tête du pays lors du second tour de la présidentielle en 2010. C'est que le soutien du président Bédié à son jeune frère Alassane Ouattara est un soutien important. D'abord, nous devons comprendre que le président Houphouët-Boigny n'a pas pu réaliser son rêve de faire de la Côte d'Ivoire une nation. Le président Houphouët-Boigny n'a pas pu réaliser son rêve de faire de la Côte d'Ivoire un pays industrialisé. Il faut nécessairement que le président Bédié et M. Ouattara puissent parvenir à faire de la Côte d'Ivoire une nation, parvenir à faire de la Côte d'Ivoire une nation industrialisée. Au regard donc de ces deux objectifs assez importants, la problématique qui se pose est de savoir comment préserver l'héritage de Félix Houphouët-Boigny. L'heure est donc au rassemblement pour les militants et les camarades du parti. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de se mettre en mouvement et demander donc à toutes les bases de la Côte d'Ivoire, que ce soit des bases du PDC, du RDR, du UDPC, de l'MFA, à tous les Ivoiriens qui sont épris de paix, épris de développement, de se rassembler autour de ces messages fédérateurs. Pour les observateurs de la vie politique ivoirienne, ce soutien a plusieurs portées, mais le débat est toujours ouvert entre les deux formations politiques. Il y a des gens qui sont mécontents au PDCI. Il y a aussi peut-être des frustrations possibles au sein du RDR. Il est important de prendre tout cela en compte et aussi d'observer comment les opposants pourront réagir, comment ça peut fouetter leur orgueil, ou leur dire tout est perdu, il n'y a plus rien à gagner, on laisse tomber, ou bien maintenant, on sait à quoi s'en tenir. Voici comment nous pouvons faire. Nous n'avons pas d'autre choix que de nous unir. Donc, il y a un boulevard qui est ouvert. Contrairement à ce que certains pensent, l'événement qui paraît important n'est pas fait pour tuer la démocratie ou pour tuer le débat politique. Au contraire, il y a des perspectives intéressantes et il convient de les saisir pour renforcer la stabilité politique, pour renforcer l'ancrage démocratique dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Cette annonce intervient à 1 an de la présidentielle et à quelques jours du congrès du PDCI-RDA, prévu du 3 au 5 octobre 2014. En Libye, le Parlement a rejeté ce jeudi le nouveau gouvernement d'Abdallah Al-Thani, Premier ministre reconnu par la communauté internationale, à qui il a demandé de constituer un cabinet de crise plus restreint. Le Parlement s'est prononcé en faveur d'un gouvernement d'une dizaine de personnes contre les 18 proposés. Rappelons que le gouvernement Thani et le Parlement élu sont tous deux contestés par une coalition de groupes armés ayant pris le contrôle de Tripoli, la capitale. Mobilisation continentale contre le virus Ebola, alors que l'Organisation mondiale de la santé a récemment actualisé le bilan des victimes à 2400. Les États s'unissent pour endiguer l'épidémie. À titre d'exemple, la Guinée équatoriale qui s'est engagée à fournir une aide financière de 2 millions de dollars pour lutter contre ce virus. Reportage de notre correspondant Serge Kofi. Mobilisation à l'échelle continentale contre le virus Ebola. Les institutions telles que la Banque africaine de développement et l'Union africaine ont intensifié leur mobilisation contre le virus. Selon le plan d'action préconisé par l'OMS, la mobilisation contre Ebola est financière dans un premier temps. Il faudra, pour venir à bout de cette maladie, équiper le personnel de santé et financer la recherche et mettre un accent véritable sur la sensibilisation. Les chefs d'État aussi se mobilisent. Le chef de l'État équato-guinéen a annoncé ce lundi à Malabo un financement de son pays et appelle à une contribution.
Le gouvernement de Guinée équatoriale met à la disposition de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, à titre de donation, la somme de 2 millions de dollars de subventions au programme de lutte contre Ebola. Nous profitons de cette occasion pour mobiliser la communauté internationale aux États tant africains que du monde de donner la contribution pour rencontrer une solution définitive à cette crise. Mobiliser la communauté internationale. Pour les pays touchés comme la Guinée, c'est 1 à 2 points de croissance économique en moins, une économie pourtant en développement qui tourne au ralenti et des véhicules de transport bloqués à la frontière empêchant l'entrée des marchandises. Un triste constat des autorités guinéennes. L'initiative du président Obiang Bazogo est toutefois saluée par Alpha Condé qui en appelle à la solidarité de tous. C'est un panafricanisme et je ne suis donc pas surpris que cette initiative vienne de Malabo. Mais d'autres doivent soutenir cette initiative pour qu'elle puisse avoir un réel impact. Il est temps que nous commencions à trouver des solutions africaines aux problèmes africains. Nous devons commencer à le faire nous-mêmes avec des campagnes d'information nationales, des mesures de prévention adéquates à nos frontières, par des mesures de soutien aux populations que nous sommes obligés de garder, de soigner sous étroite surveillance. Je profite de cette occasion pour lancer un appel aux frères africains. Ne fermez pas les frontières. Protégez-vous et protégez vos soutiens avec des mesures de détection et de protection aux frontières. Le virus Ebola a été découvert pour la première fois en 1976. Selon les experts de l'OMS, la pandémie est la plus importante et la plus sévère jamais enregistrée en 4 décennies. La rencontre des chefs d'État à Malabo ce lundi est l'une des réponses favorables à la mobilisation globale et concrète du continent africain contre la propagation de la maladie. Le virus Ebola a causé, selon les derniers chiffres de l'OMS, plus de 2400 décès. Dispositif spécial de lutte contre Ebola en Sierra Leone. Le pays se prépare à un confinement sans précédent de sa population pendant 3 jours pour une campagne de porte-à-porte géante à destination de ses 6 millions d'habitants. Une initiative rarissime dans le domaine de la santé. Rappelant que l'épidémie d'Ebola qui sévit actuellement en Afrique de l'Ouest est la plus grave jamais enregistrée depuis sa découverte en 1976. Et la Sierra Leone est l'un des pays les plus touchés par ce virus. Le Sénégal est depuis 2013 pays candidat à l'ITIE, l'initiative pour la transparence des industries extractives. Un enjeu important puisque l'obtention de ces distinctions ferait du pays un modèle de bonne gouvernance, de gestion efficace et de transparence des ressources extractives. Reportage de notre correspondant sur place, Djibril Fofana. Le Sénégal veut plus de transparence dans la gestion de ses ressources minières. Le Sénégal a obtenu en octobre 2013 le statut de pays candidat à l'initiative pour la transparence des industries extractives. Ce statut l'engage à publier régulièrement toutes les recettes tirées de l'exploitation minière et les paiements reçus par l'État de la part des compagnies minières. 1 an après, le premier rapport est en cours de finalisation et devrait être publié à la fin de cette année. Cela marquerait une première étape vers l'obtention du label de pays conforme à l'ITIE. Mais avant, il faudra convaincre tous les acteurs à ériger la transparence financière comme principe de gouvernance des industries extractives. C'est une expérience qui est nouvelle dans le pays et nous, en tant que société civile, nous avons déjà trouvé que le fait que le Sénégal adhère à l'ITIE va contribuer à une culture de la transparence et de la redevabilité dans le pays. On a constaté quelques résistances au niveau des acteurs, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de partager les informations, mais nous pensons que les choses vont changer progressivement. Au Sénégal, le code minier en vigueur date de 2003. Les travaux sont en cours pour sa relecture en vue de le rendre plus profitable au pays. Entre 2005 et 2012, l'État du Sénégal a perdu près de 400 milliards de francs CFA sur les exonérations accordées à des compagnies minières. En contrepartie, l'État n'a reçu que 40 milliards de francs CFA. J'ai l'habitude de dire que le code minier de 2003 a été essentiellement un code tourné vers l'attractivité envers les investisseurs. 10 ans après, il nous faut aller vers un code minier qui soit vraiment orienté vers le développement national. Et c'est ce qui nous a manqué, parce que d'ailleurs le dernier rapport de l'inspection générale d'État confirme que le secteur minier a rapporté très peu d'argent au pays, tout simplement parce qu'il y avait beaucoup trop de dérogations et peut-être un peu de malgouvernance dans le secteur. Et ce genre de questions-là, l'ITIE, dans sa nouvelle norme, nous permet de poser le débat sur la gouvernance du secteur. Le Sénégal a 3 ans pour obtenir le statut de pays conforme à l'ITIE. Pour cela, de nombreuses réformes devraient être engagées. Celles-ci doivent garantir la transparence et la prise en compte des questions environnementales et sociales.
Des exigences que le nouveau code minier en cours d'élaboration devrait prendre en compte. Former des jeunes Africains dans les différents domaines de l'art plastique. C'est l'objectif des ateliers SAM qui se déroulent actuellement à Brazzaville, la capitale congolaise. Cette structure se donne pour mission d'accompagner des artistes que notre correspondant Prince Bafolo a rencontrés. Voici son reportage. Nous sommes au quartier Diata à Brazzaville, la capitale du Congo. Depuis le 8 septembre dernier, une vingtaine d'artistes se retrouvent ici pour des formations en critique d'art, vidéo d'art et art plastique. Organisées par les ateliers SAM, une structure culturelle qui milite pour la promotion de l'art, ces formations sont une réponse aux problèmes que rencontrent les artistes africains. Dans plusieurs pays africains, dans le nôtre, il se pose un vrai problème de structure capable d'apporter un soutien réel aux jeunes créateurs. Le but de ces ateliers, c'est de mettre en réseau les jeunes artistes, de leur ouvrir le monde de l'art contemporain. Les formateurs viennent du Mali et de Madagascar. Les artistes du Congo, du Bénin, de la République démocratique du Congo et du Cameroun. Une thématique pour tous, le tissu, que chacun doit représenter sur une œuvre. Cette artiste congolaise a choisi d'habiller une guitare, alors que celui-ci veut sensibiliser, actualité oblige. Je parle d'Ebola, tel que là, j'ai deux personnes qui ont un cadavre. En bas, il y a l'autre là, un gant, qui fait interpeller aux gens de savoir se protéger avant de toucher un cadavre atteint d'Ebola. Toutes ces œuvres seront évaluées, exposées et primées à l'issue de la formation le 26 septembre prochain. Également en compétition, cet artiste béninois se sert de cette thématique pour faire passer son message. On n'a pas été liés à la fabrication de ces tissus. Qu'est-ce qui nous a amené à les appeler pain africains? Déjà que nous avons dans nos mentalités que ces tissus sont africains, nous n'aurons plus d'autres tissus qui sont africains. Mais ça, ce n'est pas africain pour moi. Cette année, les travaux de l'atelier passent d'1 mois à 3 semaines, faute de budget. L'organisation de ces rencontres nécessite au moins 18 millions de francs CFA, une somme que l'atelier ne parvient pas à réunir. Malgré les appels à contribution, seuls quelques particuliers soutiennent cette initiative qui existe depuis 2012. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Africa Tonight sur Africa 24.